Alors vous avez ici toute l'équipe du service culturel au complet qui est là pour vous présenter le nouveau Prose en Sorbonne. Alors ce livre est un recueil des ateliers d'écriture narrative romanesque de notre université. Et le service culturel, tous les 2 ans en gros, fabrique un volume avec les meilleures productions des ateliers. Alors des ateliers, on verra plus tard ce que c'est, mais je peux déjà les citer. C'est l'atelier principalement de Dominique Barbéris, et qui est à l'UFR de langue française, et l'atelier aussi de Sandrine Aragon, qui est aussi à l'UFR de langue française. J'en donnerai la parole juste après. Ces ateliers, voilà, on avait la possibilité, pour ces ateliers, de se dire, bon, chaque année, on prend toutes les productions des ateliers et on les met en ligne sur Internet, et puis ça ira bien, les gens iront voir. Et puis, nous, service culturel, on s'est dit quand même, ce serait quand même bien d'en faire vraiment un objet éditorial, un vrai livre pour les remercier, parce que créer dans le cadre d'un atelier d'écriture, c'est pas facile, et quand c'est en plus de très bons textes, ça vaut le coup vraiment de vous valoriser, puisque la plupart d'entre vous fait partie des ateliers d'écriture. Tout simplement pour vous remercier et aussi pour témoigner de votre travail sous une forme relativement pro, on ne va pas dire totalement pro, mais parce que c'est quand même nous qui mettons en page, etc. Donc il y a des scories, il y a des lacunes, on n'est pas des éditeurs professionnels, mais on est sous l'égide des éditions Sillage, qui eux sont des professionnels. Et voilà, donc on voulait vous remercier. Et puis ce livre-là, vous l'aurez tous finalement, un exemplaire à l'issue de cette soirée, qui va donc se dérouler de la façon suivante. Je propose qu'à tour de rôle, Dominique, Sandrine présentent les ateliers d'écriture. Et puis ensuite, nous aurons des lectures par l'atelier Sorbonne Sonore, car il y a un atelier de lecture à voix haute à la Sorbonne depuis 2006, animé par Bernard Angel, ici présent, qui nous dira aussi quelques mots de la façon dont il entend faire travailler les étudiants à l'oral, cette fois. Et puis voilà, on va avoir un petit recueil de textes, ça va durer une petite heure, et à la fin, on partira avec beaucoup d'ouvrages. Voilà, bonne soirée à vous, et donc je passe la parole à Dominique. Bien, alors, moi je ne vais pas être trop longue pour présenter les ateliers. Il y a des gens qui les ont suivis avec moi, donc qui savent un petit peu que le travail se fait sur la base de textes assez courts. Ce n'est pas du roman, bien sûr, ce sont des proses, que je propose toujours des exercices variés, partant du principe que ce n'est pas au sens strict un atelier inscrit dans un cursus avec des écrivains qui se destinent au métier d'écrivain et donc qui viendraient avec un projet de texte pour le travailler, mais que ce sont des gens qui s'essaient, que vous êtes là, des gens qui vous essayez à l'écriture, et donc les consignes sont là pour voir un peu comment vous réagissez, pour voir ce que vous arrivez à tirer de vous-même à partir des consignes proposées. Alors, ça donne donc pour cette année, d'après ce que j'ai vu, un volume sur 2 ans, voilà, qui permet peut-être de recueillir des textes de plus grande qualité, parce que la sélection se fait sur plus d'étudiants au total. Je l'ai refeuilleté avec plaisir d'ailleurs, en retrouvant des noms et puis des textes qui m'avaient assez plu et qui ont été choisis en accord avec Yann. Il faut souligner quand même l'énorme travail que fait le service culturel, parce que ces textes-là, moi je les relis, je propose aux étudiants de les amender pour essayer de leur donner une forme, de les nettoyer, puis qu'ils arrivent quand même, on essaie de faire un retravail, mais c'est vrai qu'il reste pas mal de scories et que c'est Yann qui s'appuie quand même la lecture définitive avec Samuel, voilà, c'est-à-dire c'est quand même un très gros travail, parce que c'est vrai que quand on édite, on n'aime pas voir des textes dans lesquels il reste une coquille ou dans lesquels il y a 1 ou 2 phrases de trop, on se dit qu'on aurait pu améliorer et tout, donc c'est vrai que ça demande beaucoup de travail, donc je ne le souligne jamais assez. C'est vrai qu'il faut vraiment essayer
de pousser le texte pour les écrivains, hein, de le pousser vraiment de le nettoyer jusqu'à la dernière minute, de faire attention à tout, à la ponctuation et tout, parce que ça évite un peu de travail s'il vous plaît, derrière. Voilà. Hein, et que toutes ces choses-là, l'atelier sert aussi à mesurer combien elles sont importantes, parce que finalement, un texte, c'est un objet définitif. Hein, et une fois qu'il est arrêté, une fois qu'il est imprimé, on ne peut plus y retoucher. Alors voilà, il y a dans la publication, il y a toujours... donc il y a une très grande variété. On avait travaillé, si mes souvenirs sont exacts, peut-être plusieurs années de suite sur le conte. Hein, donc il y a pas mal de travaux autour du conte. Ça donne... oui, je trouve que c'est assez varié, c'est assez significatif. J'ajoute que j'associe les quelques ateliers que j'ai à Sciences Po et dont les étudiants peuvent aussi envoyer leurs textes. On n'est pas sectaire. Ah, voilà, on n'est pas sectaire. Et quand il y a de bons textes, on les prend. Bon voilà, écoutez, j'ai pas grand-chose d'autre à dire. Et sur quoi tu fais travailler les étudiants cette année, par exemple? Alors, cette année, je ne sais pas. C'est très empirique, hein, mon atelier. C'est-à-dire, ça dépend de ce que j'ai lu, de ce qui me passe par la tête. Je pars du principe que je propose des consignes qui, à moi, me permettraient d'écrire ou me motiveraient pour écrire. En général, quand je les propose, j'essaie d'y travailler un peu moi-même pour voir ce que ça donnerait. Et quand j'y travaille et que je vois que ça donne quelque chose, je me dis a priori, on peut réagir à ça et on peut faire quelque chose. Là, on va essayer de travailler beaucoup sur le regard. Je fais beaucoup travailler, alors, pas tellement sur des systèmes narratifs, c'est pas du tout ma force d'ailleurs, personnelle. Je pense qu'on peut animer un atelier qu'à partir de ce qu'on sait faire soi-même. Hein, et je ne peux pas diriger tellement des étudiants sur des systèmes narratifs, c'est pas d'ailleurs tellement ce qui m'intéresse. En revanche, sur la qualité de la prose, sur le regard, sur la manière de créer une atmosphère, oui, je crois que je peux aider les gens là-dessus, et c'est surtout dans ces directions-là que je les oriente. Je crois qu'il y a autant d'animateurs d'ateliers qu'il y a d'ateliers. Hein. Les gens qui aiment travailler, par exemple, sur l'écriture de soi, hein, et j'en connais, par exemple, qui animent des ateliers chez Gallimard, parce que maintenant, chez Gallimard, il y a des ateliers animés par des écrivains, ils font travailler sur l'écriture de soi. Hein, voilà, il ne faut pas travailler... Quoi donc? Oui, c'est logique. Un atelier sur soi. Oui, voilà, sur l'écriture de soi, on dirige les gens. Donc je crois que autant d'ateliers, il peut y avoir des limites dans ce qu'on fait, mais ce que je dis toujours, c'est que au fond, il n'y a pas d'horizon d'attente dans l'atelier. Moi, j'attends surtout que les gens sortent un peu ce qu'ils ont dans le ventre, hein, par rapport à une consigne. Après, ça peut s'éloigner de la consigne et être très bien et être intéressant. Voilà, c'est pas la consigne, elle est là comme prétexte. En revanche, je pense que ce que je peux faire, si je ne peux pas apprendre aux gens à écrire, vraiment, hein, c'est apprendre aux gens à lire ce qu'ils font et essayer de voir si le texte, et à ce moment-là, il faut qu'ils me fassent confiance, et c'est vrai qu'à la Sorbonne, finalement, la confiance est donnée, est quasi acquise. Hein, à la Sorbonne, les gens ne contestent pas. C'est moins vrai à Sciences Po parfois, hein, je ne parle pas de vous, Paul, mais voilà, c'est-à-dire que quand on fait une remarque, non, Paul est tout à fait différent, mais quand on fait une remarque, parfois, alors parce que dès qu'il s'agit, non mais je ne vais pas monopoliser la parole, hein, mais dès qu'il... Quand même un petit peu. Bon alors je m'arrête. C'est bon. Non, non, je voulais dire, voilà, dès qu'il s'agit du langage, il n'y a pas de règle, si vous voulez. Et un texte comme ça, il ressemble à un autre texte comme ça, c'est pas comme un tableau, c'est pas... Voilà, un tableau, tout le monde voit. Or, un texte de langage, il est fait avec du langage, il est critiqué avec du langage, et au fond, c'est très difficile d'évaluer un texte. Donc, moi, j'estime que je l'évalue à partir d'une très longue formation et d'une très longue pratique. Donc, je demande mais je peux me tromper aussi parfois. Hein, on peut toujours se tromper, il n'y a pas d'évaluation absolue. C'est ça qui est un peu dérangeant, hein, parce que, voilà, tout le monde sait qu'un texte qui a été accepté par une maison d'édition va être refusé par une autre, c'est le même texte. Hein, voilà, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont jugé qu'il ne passait pas la rampe, d'autres. Donc voilà, il y a quand même une part de subjectivité à laquelle on ne peut pas échapper et qui peut incliner les étudiants à dire oui, mais pourquoi mon texte ne serait pas bon finalement? De quel droit vous me dites que mon texte ne serait pas bon? Parce que si je le donne à quelqu'un d'autre, peut-être qu'il va le trouver très bon. Vous voyez? Donc on est toujours dans cette espèce de flottement, hein, dans lequel, à la base de l'atelier, il y a quand même cette confiance
qu'on demande, et qui est de penser que la personne qui est là pour lire vos textes, elle a quand même peut-être un moyen de vous dire, ou elle peut quand même vous donner une base de réflexion sur ce que vous avez fait. Voilà, c'est tout. Elle peut se tromper, mais elle a quand même peut-être les moyens de vous donner cette base de réflexion. Merci, c'était déjà un cours et on a bu tes paroles. Sandrine. Moi, je vous remercie de laisser pour les étudiants une petite place, parce que moi, je travaille avec les étudiants étrangers. Oui. Donc, j'en ai pas beaucoup qui sont ici, parce qu'ils repartent souvent. Et comme ce sont les écrits des années précédentes. en fait. Mais alors, par contre, il y en a plein qui voudraient... Parce que j'ai retrouvé les emails, je leur ai envoyé, est-ce que vous pourrez avoir le livre? Oui. J'en ai régulièrement qui m'écrivent de loin, d'Australie, On en tout ça, en disant qu'ils étaient tellement heureux d'écrire ici. Donc, bon, on se dit quoi, on fait. Alors, quelles sont les consignes de Sandrine Aragon? Alors, moi, ce sont des. C'est un peu. On parcourt les siècles et on écrit un peu à la manière de chaque siècle. Par exemple, de mes cours, on fait un autre, mais comme ce sont des cours hybrides, il y a aussi des choses qui restent sur Internet qui doivent faire. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez parler un tout petit peu plus fort parce que... Oui. Le parcours, comme j'ai des étudiants étrangers et qui ne sont pas toujours au fait de la littérature française, que j'avais lancé au début, c'est de parcourir les siècles et d'écrire en empruntant des formes de chaque siècle. Donc on peut écrire à la façon du Moyen-Âge, après au XVIe, XVIIe, jusqu'au XXIe. Voilà. Mais je change les textes en fonction des années et des choses pour varier. Et puis j'en ai un autre où on essaie d'écrire ensemble aussi, en collectif. Ça, c'est une autre épreuve. Et que je commence là, ce semestre. Mais sinon, je leur donne des thématiques aussi qui sont liées au fait d'être étrangers. Donc, par exemple, ils ont écrit plus longuement sur qu'est-ce que c'est que de venir dans un autre pays, en 5 actes de départ, voilà. Ou alors, le semestre dernier, qu'est-ce que c'est que d'écrire dans une langue étrangère. Des choses très sympathiques. Parce que moi, j'ai pas le problème... j'ai une autorité naturelle aussi, parce que comme je suis française, encore plus, voilà, si je leur dis ça se dit pas en français, ils me contredisent pas. Mais plus timide aussi sur le fait de prendre la plume ou le stylo ou l'ordinateur en français. Donc il faut prendre confiance. Voilà. Mais je suis toujours tellement surprise par ce qu'ils arrivent à écrire dans une autre langue. Ah ouais. Ça donne souvent des choses détonnantes parce que justement les images ne sont pas les mêmes. Et moi j'ai eu du plaisir aussi à lire ces textes-là. Bernard, maître d'atelier de lecture sonore. Rapide, puisque là certains étudiants vont lire les textes devant vous, à voix haute, certains textes qu'ils ont choisis eux-mêmes. Je présente rapidement, j'anime 2 ateliers. Le premier, le lundi soir, qui s'appelle La Sorbonne sonore, où il s'agit d'apprendre à lire à voix haute des textes, c'est-à-dire de les interpréter un petit peu comme vous interprétez la musique, c'est-à-dire que vous lisez une partition, mais il va falloir tenir compte du son, des émotions que le texte contient. Donc c'est pas le lire neutre, c'est pas le lire de façon scolaire, c'est vraiment l'interpréter. C'est pas jouer non plus, c'est pas du théâtre. On est plus proche d'un musicien soliste qui va se donner à fond, mais qui va se donner à fond sur le plan de l'émotion, va servir l'auteur, mais qui n'est pas un personnage quand il rentre sur scène. Il n'est pas quelqu'un d'autre. Il est un interprète. Voilà. Ça, c'est le premier atelier. Le mardi, c'est un autre atelier différent, qui est plus proche du théâtre, mais c'est une forme particulière que nous avons eu la chance de créer depuis 3-4 ans, grâce au service culturel, à Yann notamment. Il s'agit de savoir interpréter seul, en 1 heure, toute une pièce de théâtre, uniquement par la voix et par les différents personnages qui vont s'envoyer les répliques sans jamais donner le nom du personnage. On ne dit pas, par exemple, Paul, Pierre, non, on fait les personnages. Donc il faut que chaque personnage ait sa voix, son émotion, son rythme, et sépare ces 3 points, rythme, émotion et voix, qu'on va différencier des personnages. Ce qui est magique, c'est qu'au bout d'un moment, il y a une personne seule, c'est un stand-up en fait, eh bien vous avez l'impression de voir toute la pièce
le décor, les costumes, etc., alors qu'il n'y a rien sur scène. Voilà. J'espère que je n'ai pas été trop long. Je laisse la place maintenant aux différents lecteurs et lectrices qui vont vous lire à voix haute et forte. Olga, pour bien que vous les entendiez. Et puis, c'est Baptiste qui va lire le premier. Ils vont lire les textes et ils diront ensuite seulement les références. Voilà. Merci à vous. Merci. Le flot de l'Arconce et la forêt de Corcelles longent le domaine. C'est l'une des plus belles demeures du canton. Les propriétaires ont toujours eu des barbes fournies et sombres, d'après ce que l'on en dit et d'après ce que j'ai toujours entendu. Un père barbu, un grand-père barbu et encore un arrière-grand-père barbu. Mais le dernier barbu était mort il y a trop longtemps pour compter les années, et quoique marié 4 fois, il n'avait pas eu d'enfant. La demeure avait alors été vendue à de riches Anglais. Aujourd'hui, elle semble complètement abandonnée. Pourtant, la végétation en friche ne s'approche pas à moins de 3 mètres du corps de bâtiment, comme si le sol était stérile. Sans son verger flamboyant en été et son hêtre majestueux que l'on voit à demi depuis l'autre côté du parc, je n'aurais pas eu de scrupule à dire que la propriété est lugubre. Mais les quelques notes de couleur du feuillage dense de l'arbre parviennent à conserver au-dessus de la bâtisse l'illusion d'une chaleur et même d'une présence. Sur la face blême de la demeure, il y a, tout au bout du bâtiment principal, une fenêtre, plus petite que les autres. Je ne l'avais jamais vraiment remarqué. Il faut dire que personne ne s'attarde longtemps devant le grand portail de chêne qui y mène, bien que ce soit sur la route de Palinges. On y passe, c'est tout. On s'y attarderait, on y ferait quoi? Rien. Pourtant, à bien y observer, parmi les somptueuses fenêtres de la façade dégagée, il y en a une plus petite. Plus petite et de travers. D'après les anciens, elle a toujours été là, au bout de ce qui doit être la galerie. Madame Cognard habite la maison d'en face. Elle, sans doute, a dû déjà remarquer cette étrange fenêtre. Cette fenêtre qui a l'air de se demander ce qu'elle fait là. C'est la plus pitoyable des fenêtres. C'est ce que vous vous dites si vous l'apercevez, et c'est ce que vous dites inlassablement si vous vous arrêtez pour la regarder. Madame Cognard radote suffisamment pour que tout le monde au bourg sache que cette maison, en face de la grande demeure, appartient à sa famille depuis des générations. Ce qu'on en retient surtout, c'est que cette maison était celle d'une disparue. Il y a de cela tellement d'années, ce qui serait une arrière-grand-tante de cette bonne Madame Cognard a, semble-t-il, disparu. Envolée dans la nature après son mariage avec le dernier propriétaire barbu du domaine. Oh, mais il y a tellement longtemps qu'elle a disparu qu'on n'en parle plus. Et je crois que nulle part au village, vous trouverez des gens qui vous parleront de la jeune femme disparue. Pas plus qui vous parleront d'autres femmes disparues. J'ai tout de même demandé à mon ami de Villars-de-Fontenay. Lui, il a écrit 3 ou 4 romans sur les faits divers de la région d'une autre époque. Il a gardé cette habitude de se tenir au courant de tout. Pourtant, dans son bureau en fouillis, j'ai rien trouvé sur les femmes disparues.
pas plus que sur la vieille tante de Madame Cognard, ni même sur la demeure des Barbus ou son étrange fenêtre. Un soir, je traînais avec Pierrot au café de la place du Champ de Foire. C'est un maquignon qui a commencé à en parler. Il avait dû bien négocier au marché du jour et se payer suffisamment de prunes pour venir à parler des anciens propriétaires de la demeure des Barbus. J'ai tendu l'oreille quand il a commencé à parler de la fameuse fenêtre. Selon lui, c'était bien la dernière pièce de la galerie. Dans un passé très lointain, du temps du dernier propriétaire à barbe, on pouvait voir la flamme d'une bougie y danser à travers la fenêtre, seulement très tard, la nuit, de manière occasionnelle. Le maquignon a ajouté que quand les Anglais ont pris possession de la demeure, ils avaient trouvé dans la pièce plusieurs crochets de boucher. Ils n'avaient pas su quoi en faire, alors ils les avaient ramenés à la boucherie en face de l'église que tenait alors le propre grand-père de Maquignon qui racontait cette histoire avec de grands gestes. Je crois qu'il avait vraiment bien vendu sa bête et abusé de la prune locale, celle qui nous réchauffe à cette saison quand le brouillard se lève pas et qui recouvre le paysage brunâtre du bocage. En tout cas, personne ne l'a pris au sérieux quand il a dit que le dernier propriétaire avait une barbe bleue. Ouais, il a dit que sa barbe était si sombre et si luisante qu'elle passait pour bleue. Pierrot, les autres types qui étaient au bar et moi, on a bien rigolé. Et on l'a pressé d'aller rejoindre sa femme avant qu'il ne retrouve plus le chemin de la maison. Oh, tout de même, ça me paraissait étrange que personne n'ait jamais fait mention de cette caractéristique, ma foi, déconcertante chez le dernier propriétaire barbu de la demeure. Après ça, j'ai plus jamais essayé d'en apprendre davantage, ni sur l'histoire de cette vieille demeure, ni sur les femmes disparues de Charolles qui auraient été mariées à cet homme à la barbe bleue et qui auraient fini suspendues à un croc de boucher dans une pièce à la petite fenêtre. Les contes, c'est pour les enfants ou les ivrognes, qui m'avait dit Pierrot attablé au café à mes côtés ce jour-là. Alors c'était un texte de Réjeanne Bonneau, qui n'a pas de titre, et qui était écrit dans un contexte de écrire un conte autour notamment de la légende de Barbe Bleue. Bravo. Dans une sombre caverne, au fond de bois, vivait un loup. Un beau matin, le loup, qui s'appelait Léo, se réveilla avec la faim au ventre. Il se rendit compte que son frigo était aussi vide qu'une noix de coco. Plus de libellule, ni de lamentin. Il allait devoir se mettre en route pour remplir son estomac. Léo, le loup, ne pouvait manger des aliments qui commencent par la lettre L. Ce qui n'était pas aisé dans une forêt peuplée d'ogres, de fées, de tourterelles, de sucre d'orge, de tartiflettes, mais où les limaçons, les limandes et les litchis étaient plus que rares. Léon n'avait plus le choix. Il enleva ses chaussons, noua son baluchon et prit le grand chemin blanc. Il commença en marchant en maugréant, parce que des petits cailloux coupants entraient tout le temps dans ses bottes. Il rencontra des nains, des girafes et des zèbres, mais rien de comestible pour lui. Il commençait à désespérer. Et ce ventre a grondé. Il faut ajouter à cela que Léon n'était pas un loup très rapide, puisqu'à chaque fois qu'il croisait un lapin, il n'avait pas le courage de le poursuivre. Léon se disait qu'il avait bien décidément trop faim pour courir. Sur sa route, il rencontra Gérard le géant, qui avait l'air bien tristonné. Il stoppa sa quête de nourriture pour lui demander. « Salut Gérard, pourquoi as-tu le moral dans les chaussettes, qui sont gigantesques, soit dit en passant ?» L'autre lui répondit en hurlant de sa grosse voix de géant. « J'en ai marre du gigot et des génoises !»
Apeuré, Léon se dit qu'il ferait mieux de passer son chemin sous peine d'être dévoré au titre de grand méchant loup. Il ne trouvait pourtant toujours pas de nourriture et la situation devenait critique. Il se lamentait presque autant que Gérard le géant, c'est dire. À force de râler, il avait rameuté toute la forêt. Fionel l'a fait, porte-parole des mammifères et des ovipares, lui demanda pourquoi elle ne cessait de se plaindre. Léon lui répondit légèrement agacé. « Je suis un loup qui ne peut manger que des aliments qui commencent par la lettre L. Moi aussi, j'aimerais consommer des pâtes et du surimi. En plus, les lapins sont trop rapides et je trouve aucun litchi dans cette forêt. » Fionel le regarda de toute sa hauteur, mais qui n'était pas très impressionnante car elle n'était pas plus grande que ceci. « Léon, il faut que tu te prennes en main. Je n'en peux plus te voir râler pour un rien. Tu vas finir par ne plus pouvoir avaler que de l'oxymule. Mais que faire puisque je ne peux pas me nourrir? J'ai si faim que je serais prêt à dévorer des buffles, des rôtis, des frites, des salsifis et même des choux de Bruxelles. Je peux t'aider et te transformer en autre chose si tu le souhaites, lui répondit malicieusement Fionel. Par contre, il faudra que tu te changes de prénom. Je voudrais être un renard pour être un petit peu plus malin. Ah non, désolé mon bon Léon, mais tu ne peux pas devenir qu'un mouton. Je ne peux transformer les êtres qu'en leur contraire. Quoi? Un mouton? S'insurgea Léon. Mais il était déjà transformé en gros mouton laineux, aux yeux globuleux et un peu bête. Et se dit qu'il devrait désormais accepter sa condition avec philosophie, afin toute proportion gardée puisqu'il n'était plus qu'un mouton. De mauvais poil et remercia Fionel, avala quelques mouches et repartit dans la forêt. Il commençait à se réjouir parce que les aliments qui commencent par la lettre M étaient bien plus nombreux. Martin le mouton, c'est ainsi qu'il s'était renommé, mangea goulûment des mangues, des merles, des moules et des myrtilles. Le ventre désormais bien plein et s'allongea sur la souche d'un arbre. Il se réveilla en sursaut. Un vilain loup aux yeux jaunes le regardait en léchant les babines. Martin commença à trembler, mais se dit qu'il fallait agir avec courage. « Bonjour, monsieur le loup. Comment allez-vous? Quel beau pelage vous avez. Faut-il beau par chez vous? Moi aussi, je suis un loup. » Il commençait à raconter n'importe quoi en tremblant de tout son corps. Le loup était pris d'un fou rire incontrôlable. « Enfin, petit mouton, tu as dû lire bien trop de contes quand tu étais enfant. Si je mangeais un animal dont le nom commence par la lettre M, je mourrais d'indigestion. Dis par contre, je voulais te demander, as-tu vu des litchis ou des lamantins quelque part? » Martin abandonna sa terreur et se dit pour lui-même, « Quel bonheur d'être un mouton dans une forêt comme celle-ci. » Je vous ai lu le texte qui s'appelle « Le loup affamé », écrit par Chloé Roland. Le métro filait dans le boyau sombre avec un bruit d'enfer. C'était le dernier de la soirée. J'avais laissé Guillaume à Jusieu et rentrais seul chez moi. Légèrement secoué par l'allure toujours un peu brinque-ballant de la ligne 10, j'observais les reflets sur les vitres. Le bruit monotone emplissait mon esprit vide et las. J'avais le visage tiré et les yeux fatigués par l'heure tardive et la lumière crue des wagons. La rame était déserte, sauf un homme, assis au fond. Il devait avoir la quarantaine. Il semblait m'observer. Je détournais les yeux
et me renfonçai dans mon siège. Une appréhension vague au creux du ventre. Il se leva et marcha lentement dans ma direction. Je resserrai les mains sur mon sac et courbai le cou. Il s'arrêta à ma hauteur, un sourire incertain flottant sur ses lèvres. Il avait les cheveux châtains, un blouson noir. Il était grand. Il s'assit en face de moi, dans le carré. Je ramenai les pieds sous mon siège et me redressai, tendu malgré moi. Il regardait. J'avais oublié mon livre. J'hésitais à sortir mon téléphone portable pour me donner une contenance. Il continuait de me regarder. Soudain, la lampe blafarde de la rame s'éteignit en crachotant. Dans le noir, le métro passa sans ralentir devant ce qui semblait être une station abandonnée. Sur le quai opposé, deux hommes se chauffaient les mains à un brassereau, comme livrés à quelque sorcellerie. La lumière rouge crépitante projetait l'ombre démesurée sur les murs de fausses briques blanches. Nous vîmes cela le temps d'un éclair, puis le métro s'engouffra à nouveau dans le tunnel et la lumière revint. Pourquoi le métro avait-il fait un détour ce soir-là? Je croisai le regard de l'homme en face. Il avait une voix douce, assez grave. J'entrepris de sourire, un pauvre sourire avalé aux commissures des lèvres. Je le regardais sans comprendre. Où voulait-il en venir? Est-ce qu'il se moquait? J'ai tripoté fébrilement la lanière de mon sac. Le métro s'arrêta à Vanneau. J'ai glissé un coup d'œil nerveux sur le quai, par la fenêtre de la rame. Je lus la mode Piquet-Grenelle. Le métro venait de s'immobiliser. Je me levai lentement, comme si j'avais dû m'arracher à une soudaine paralysie. Je me précipitai sur la portière, soulevai d'un brusque coup la paume du loquet et me ruai sur le quai. Je courus vers la sortie, éperdu, sans même regarder derrière moi. Tandis que la sonnerie annonça la fermeture des portes retentissait, le métro redémarra dans mon dos, je fis quelques pas. La lune ronde luisait haut dans le ciel, narquoise. Je me retournai, il semblait ne m'avoir pas suivi. Je secouai la tête et rentrai chez moi. Mon effroi de tout à l'heure s'évanouit comme un nouveau rêve. Je m'en voulais de ma paranoïa. Le lendemain matin, je prenais mon train, gare Saint-Lazare, pour aller rendre visite à mes parents au Havre. Je m'assis à ma place. Seuls 3 ou 4 sièges de la voiture étaient occupés. Et les voyageurs étaient silencieux. Sommé avant mon arrivée, un homme monta. Il s'assit à côté de moi. Je notais distraitement son apparence. Il avait un chapeau vert avec un galon tressé. Je vous ai lu le dernier métro de Omblin Wright. Il ne nous reste que 30 pas à faire avant de rentrer dans la cité. Nous avons 16 ans. Il est 2 heures du matin. Nous sommes en jogging. Il n'y a personne dehors à cette heure-ci. On avance à un certain rythme, mais pas trop vite, pour ne pas montrer à l'autre que l'on se presse. Devant nous, les premiers bâtiments. Plus loin derrière, les tours du centre-ville, plus éclairées, somnolent seulement. D'habitude, il y a au moins 1 ou 2 chats qui fuient à l'approche des humains. Mais cette nuit, tous dans le quartier dorment. Et tout d'un coup, il y a quelque chose qui nous empêche d'avancer avec aplomb. Franck et moi l'avons senti nous harponner. La voiture de police glisse à nos côtés lentement, en faisant gronder son moteur pour que l'on comprenne bien qu'il faut nous arrêter. Ensuite, la succession de bruits qui vient, nous la connaissons par cœur. Les porteurs claquent, les rangers sur le bitume aussi. Je trouve ça idiot de porter des rangers juste pour nous. Ils sont 2. Il y en a un qui reste dans la voiture, c'est le conducteur. Je reste sur les bottes. Je remonte mon regard jusqu'aux lettres police municipale sur la poitrine. On ne peut pas se permettre de monter le regard plus haut parce qu'après c'est leurs yeux. Si je franchis ce seuil, peut-être qu'il ne va rien se passer de plus. Si je franchis ce seuil,
Peut-être sentirais-je son corps se rapprocher de moi pour planter définitivement son regard dans le mien. Il me demandera ce que je regarde. Je répondrai rien. On exigera que je réponde plus fort. Je hausserai le ton et il aura le droit de prendre ça comme une provocation. Après une provocation de notre part, il a le droit de s'échauffer. Alors, je fais ce qu'on me dit et ne lève pas plus les yeux. On est seul ici. Si je lève les yeux, je risque d'accélérer le cours des choses. On pense tous deux aux mêmes choses avec Franck, même sans les avoir vécues. Ça ne nous est pas encore arrivé, mais cela fait partie de notre paysage mental. Oui, ils sont là pour te protéger, ils protègent tout le monde. Mais toi, de ton côté, tu fais ce que tu as à faire. Et tu n'envoies pas de signaux, et surtout, tu ne cours pas devant eux. Merci les parents. Aussi, je sais qu'on repense à toutes les fois où une voiture s'est arrêtée à côté de nous. La fois où on a dû leur tourner le dos pour prouver qu'on était coupable de rien. Et nous n'avions pas d'autre choix que d'accepter de sentir leurs mains sur nos corps. Et aussi la tête des grands frères plaquée contre le capot. On pense également à ce qui se passe plus loin, à 4 stations de RER. On nous en a raconté de ces histoires. J'ai levé les yeux vers Franck. Je n'aurais pas dû. Il a détourné le regard rapidement, mais j'ai vu ses yeux fuir alors que j'avais besoin d'y retrouver de l'endurance. L'uniforme est maintenant à 30 cm de nos visages. On ne peut plus voir les tours derrière. De toute façon, personne n'est levé à cette heure. On attend. En face, ils font durer les secondes. Il y en a un qui se racle la gorge. Il nous demande ce qu'on fait à cette heure-ci. Je réponds qu'on rentre chez nous. Franck répond qu'on rentre chez nous, monsieur. Je lève les yeux vers lui. Il regarde le bout de ses chaussures. Les secondes s'étirent encore. De leur côté, ils délibèrent pour peser ce qu'on dit, savoir ce qu'on pense de nous, se fixer sur la catégorie à laquelle ils nous assignent. Nous sommes seuls. À 30 pas, on était dans l'enceinte de la cité, où l'on peut tracer jusqu'à notre bâtiment et se perdre dans le dédale des rues tout en angle. Je lève encore le regard vers l'insigne, vers Franck. Est-ce qu'ils vont nous emmener? Je sens quelque chose au niveau de mes côtes, je sens quelque chose sous mon t-shirt. C'est l'arrivée de la sueur qui court sur ma peau. Je veux juste rentrer chez moi. Le verdict tombe. Ça va pour cette fois, mais on n'a pas intérêt à traîner. Et presque instantanément, les bottes font marche arrière, la portière claque une nouvelle fois, la voiture file vers le centre-ville. Et enfin, Franck tourne la tête vers moi. On ne sait pas tellement quoi se dire. Nous, on n'est pas rentrés les temps pensants. On ne rentrera pas le visage tuméfié. On arrive silencieusement à la cité. Je vous ai lu un texte de Mariama Contet qui n'a pas de titre. Antoine déteste rouler de nuit. Il déteste conduire en général, garder les yeux fixés sur la route, se concentrer sur le comportement des autres conducteurs. Mais la nuit, c'est pire. Parce que justement, les autres conducteurs ne sont pas là. Parce qu'il est obligé d'être beaucoup plus attentif pour rester concentré sur la route, pour ne pas oublier de lever le pied de l'accélérateur, pour ne pas laisser son esprit vagabonder. Il braque. Il était en train de dévier sur la gauche. Il doit faire attention, en particulier ce soir. Il doit arriver à bon port, remettre le colis en bon état à la femme qui l'attend depuis une semaine. Il pourrait mettre la radio, ça pourrait l'aider à rester éveillé. Mais le silence qui règne sur cette route lui apparaît comme presque religieux. Le ciel a une drôle de couleur. Il n'est pas noir, mais plutôt bleu, un bleu très particulier, hypnotique. L'aube ne devrait plus tarder. Il sursaute quand retentit un klaxon strident. Il n'avait pas vu arriver cette voiture face à lui. Et il était au milieu de la route. Et maintenant, c'est le voyant de l'essence qui se met à biper. Ah, décidément, il vaut mieux qu'il fasse une pause. Il sait qu'il y a une station-service pas loin. Elle est complètement isolée et vu l'heure, il ne devrait pas y avoir grand monde. Il va pouvoir prendre un café tranquillement et fumer une cigarette. Alice marche, regarde autour d'elle d'un air perdu. Qu'est-ce qu'elle fait là? Elle est au milieu de la route. Elle est au bord de la route, à la campagne, au milieu de nulle part. Elle ne se rappelle pas ce qu'elle fait là.
Quelle heure est-il? Il n'y a pas de lampadaire. Pourtant, elle voit quand même autour d'elle. Les premières lueurs du jour naissent doucement. Où est-elle? À la lisière de la forêt qui jouxte la route, elle voit un lapin blanc courir. Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Elle ne se rappelle pas être sortie. Et pourquoi marche-t-elle? Qu'est-ce qu'elle fait là? Ses parents doivent s'inquiéter. Où est-elle? Il n'y a pas même de maison. Il n'y a pas de voiture. Comment va-t-elle rentrer? Elle ne sait pas où elle va, mais elle ne peut s'arrêter de marcher. Qu'est-ce que c'est, cette lumière loin devant elle? Elle s'élance en courant. Elle se rapproche. Ça vient d'une maison, lui semble-t-il. Elle est sauvée. Ah non, ce n'est pas une maison. C'est une station-service. Elle ralentit, essoufflée, mais c'est surtout soulagée. Elle va rentrer chez elle. Elle est maintenant à quelques pas de la station. Il y a un homme appuyé contre une voiture, à côté de la pompe. Elle va aller lui demander où elle est. Elle se rapproche de lui. « Excusez-moi, monsieur, est-ce que vous savez ?» Elle se fiche. Oh, l'homme derrière le comptoir regarde sa montre, 4 heures du matin. Il a 58 ans, il s'appelle Marc, et il est fatigué. Il lui reste quelques heures à tenir. Alors il pourra rentrer chez lui, boire une bière, dormir. Avant, il n'aurait jamais bu une bière à 7 heures du matin. Mais depuis qu'il vit seul, il ne fait plus très attention à lui-même. Il n'y a pas un chat dans la station-service. Le dernier client est passé vers minuit. Seule la voix de Johnny sur Nostalgie maintient Marc éveillé. Il regarde par la fenêtre et voit un homme en train de faire le plein d'essence. Il va venir payer au comptoir. Heureusement que Marc ne s'est pas endormi. Il attend 1 minute, 2 minutes, 10 minutes. L'homme est toujours à côté de sa voiture. Ce n'est pas possible, ce n'est pas aussi long normalement. Il doit essayer de trouver un moyen de partir sans payer. Marc se lève, il va aller voir ce qu'il fiche celui-là. Ça va encore lui poser plein de problèmes. À mesure qu'il s'approche de la porte, sa vision se précise. L'homme ne semble pas vouloir fuir. Il est en train d'essayer d'allumer sa cigarette avec son briquet. Et une jeune fille se tient tout près de lui. Elle est bizarre, celle-là. Elle a les cheveux en bataille. Elle ne porte pas de chaussures, mais des chaussons. Il est tout proche d'eux maintenant. Il entend cette gamine interpeller l'homme. « Excusez-moi, monsieur, est-ce que vous savez ?» Alors Marc voit les événements s'enchaîner comme au ralenti. L'homme, surpris par cette voix qu'il n'attendait pas, laisse tomber son briquet. La flaque d'essence à ses pieds s'embrase. Et avant que Marc ait le temps de réaliser ce qui est en train de se passer sous ses yeux, le feu touche la voiture de l'inconnu. Et vite, trop vite, les flammes atteignent la banquette arrière, léchant le colis soigneusement emballé qui s'y trouve. L'homme pousse un cri. Je vous ai lu un texte de Camille. Les portes des maisons mitoyennes défilaient, plus ou moins sombres selon la distance qui les séparait de la source de lumière la plus proche. Je marchais seule dans la nuit, l'esprit fixé sur mon objectif, rejoindre un ami chez lui pour le dîner. Je n'avais croisé personne depuis que j'avais quitté le boulevard pour une étroite rue perpendiculaire. La nuit me semblait plus sombre que d'habitude. Les lampadaires étaient espacés d'une dizaine de mètres à chaque fois et je ne percevais rien au-delà des disques de lumière qu'ils traçaient au sol. L'obscurité dense donnait l'impression d'absorber les sons comme elle noyait les formes. En dehors de mes pas un bruit n'avait retenti depuis le boulevard. Ma démarche régulière et toutes ces portes identiques m'avaient comme hypnotisée. J'avais perdu la notion du temps depuis quelques rues déjà. Je me contentais donc d'avancer, obnubilée par la noirceur étouffante de la nuit, et j'espérais seulement arriver bientôt. Soudain, une voix affable m'interpella. Je m'arrêtai net, juste au pied d'un lampadaire. La voix provenait d'un espace sombre derrière moi, qu'aucune lumière n'éclairait. J'y distinguais à peine une forme d'homme qui s'avançait vers moi sans se presser. Je ne répondis pas tout de suite.
Monsieur ?» L'homme n'était pas encore sorti de l'ombre qui encerclait le lampadaire. « Je cherche le boulevard de Courcelles. »« Comment, j'en viens ? Oh, suis-je bête ?» Il parlait d'une voix chaleureuse qui dissonnait dans cette rue si calme, mais il semblait s'être arrêté à la lisière du cône de lumière. Je ne distinguais que vaguement les contours de sa haute silhouette. Je trouvais très indélicat qu'il me laissât ainsi aveugle, alors que lui me voyait parfaitement bien. « Merci infiniment, cher monsieur. » J'allais reprendre ma route pour mettre fin à cet échange incongru, lorsqu'il fit une chose d'une étrangeté saisissante. L'homme entreprit de me serrer la main. Mais alors qu'il se dressait à 3 ou 4 mètres de moi, il n'engagea pas son corps. Il se contenta de tendre le bras. Un bras immense et serpentueux qui rampa dans l'air jusqu'à m'atteindre. Ce bras, si je pouvais l'appeler ainsi, mesurait au moins 2 mètres, je l'aurais juré. Je ne vis jamais le visage de l'être qui m'avait adressé la parole. Seulement cette main blanche et soignée. Elle sortait d'une manche de costume obsidienne, comme s'il s'agissait d'une tentacule de la nuit, elle-même, qui aurait émergé de l'ombre pour venir à ma rencontre. J'étais à ce moment incapable du moindre mouvement, et c'est bien malgré moi que je me vis tendre ma propre main pour serrer la sienne. Elle était douce, une chaleur accueillante émanait d'elle. Elle empoigna fermement ma main, sans pour autant la froisser. Cela ne dura qu'un instant. Les doigts se déplièrent lentement, se retirèrent en glissant le long de ma paume, et le bras tentacule quitta la lumière, à reculons, presque paresseusement, comme si un effort considérable était nécessaire pour le mouvoir. Cette scène ne dura en tout que quelques secondes, mais elle me laissa pantelant, seule sous le lampadaire, frappée d'une stupeur dont je peinais à sortir. Il avait disparu. La rue était toujours aussi silencieuse. Rien n'indiquait que cela s'était vraiment produit. Je n'avais pas peur, mais tout mon être semblait bloqué dans l'attente de quelque chose, comme si l'incohérence fondamentale de cette rencontre devait mener à l'effacement de ma propre personne. Je devais sembler complètement déphasée lorsque mon ami ouvrit la porte. J'entrepris de leur raconter ma rencontre, mue par une confiance nouvelle, celle sûrement que l'on éprouve au moment d'évoquer un cauchemar ancien. Le vieux voisin avait ouvert les yeux. « Mon cher ami, sachez que nos villes, toutes rationnelles soient-elles, recueillent bien souvent des secrets qu'elles ignorent, faute de pouvoir les expliquer. C'est particulièrement vrai ici, à Paris. Les égouts, les transports, les immeubles haussmanniens, tout est régi par la fonctionnalité. Chaque rue que vous arpentez est retracée dans des schémas qui tiennent sur une feuille de papier et qui réduisent ce labyrinthe millénaire à 2 petites dimensions. C'est ainsi. Aujourd'hui, les villes se veulent pratiques. Elles sont raisonnables. Mais marchez-y. Vivez-y assez longtemps. Vous verrez que leur profondeur recèle bien des choses qu'on ne saurait relater dans les guides et les manuels. Je crois pouvoir dire sans me tromper que vous venez d'en faire l'expérience frappante. Je pense que notre ami a vu certes une chose extraordinaire, mais que ces choses ne sont pas aussi rares qu'on pourrait l'imaginer. Il eut pour seule réponse un silence éloquent. Ne vous inquiétez pas pour ces histoires. Vous aurez le temps de constater ce genre de choses. Depuis cette étrange soirée, je sais que Paris ne se réduit pas aux stéréotypes des quotidiens gratuits qu'on donne sur les bouts de trottoir. Un autre monde règne, sous nos pieds et dans les angles morts, qui auraient leur place dans l'imaginaire des écrivains les plus dérangés. Mais ont-ils vraiment imaginé quoi que ce soit ? Je vous ai lu un texte de Cyril Delmotte qui s'appelle « L'autre nuit ». Le voisin est mort. Cela m'arrange. Ça fait un bon moment que j'attends qu'il crève. Il n'était pas vieux, mais antipathique. Il aimait bien battre sa femme durant 1/4 d'heure, le soir, à 20h, après les titres du journal. C'était son passe-temps favori. Moi aussi, je participais à ce spectacle. Je m'installais confortablement dans mon fauteuil,
Devant la fine paroi de plâtre qui séparait mon appartement du sien, un bon verre de vin blanc à la main. L'acoustique était fort bonne. Un jour, sa femme n'est plus rentrée, laissant uniquement des papiers de divorce derrière elle. C'est à ce moment que mon voisin s'est mis à chialer du matin au soir. Mon Dieu, qu'il m'énervait. Qu'il batte sa femme, je voulais bien, mais là, il commençait à me saouler. Au début, il faisait comme si de rien n'était, allant à son travail, affichant son sourire hypocrite lorsqu'on se croisait sur le palier. Il prétendait que tout allait bien. Et le soir, il passait des coups de fil à sa mère, la plupart du temps. Elle était un peu sourde, ou bien elle était atteinte de démence, je ne sais pas. En tout cas, il était obligé de parler très fort et de répéter une vingtaine de fois chaque propos avant que le message passe. Ça devenait fort ennuyeux au fil du temps, mais j'avais du vin pour me tenir compagnie. J'attendais minuit. C'était à 7 heures qu'il appelait sa femme. Un vrai romantique raté. Il commençait toujours en s'excusant et en demandant sur un ton pathétique pardon à sa femme de l'avoir caressé du poing. Ensuite, il se lançait dans la déclaration de son véritable amour. Ce dernier se résumait, comme on pouvait s'y attendre, à la satisfaction qu'il ressentait devant le repassage méticuleux de ses chemises, ainsi que les plats cuisinés de sa femme. De fait, les livraisons de pizza et la blanchisserie lui coûtaient cher. Il finissait toujours son plaidoyer en répétant d'innombrables fois « Je t'aime ». Son record remontait à 53 « Je t'aime » d'affilée. J'ai compté. Cependant, après cette nuit, il semblait que le répondeur de madame fût saturé car il s'était arrêté en plein milieu de sa déclaration d'affection lors de la 8e nuit. Disons que mon voisin ne l'a pas bien pris. Étant privé de son monologue nuptial qui lui permettait de maintenir son illusion de mari vertueux et tendre, il s'est mis à la rédaction de lettres. Il était fort mauvais poète. Sa femme lui répondait par des lettres d'avocat. Il s'est mis à boire après avoir signé les papiers du divorce. C'était marrant de l'entendre pleurnicher tandis que son malaise s'installait. Malheureusement, cela avait aussi ses inconvénients. Normalement, il s'endormait vers minuit, mais parfois il se réveillait au cours de la nuit et faisait une de ces crises où il pleurait comme un veau. Ça ne durait pas plus de 20 minutes, mais cela me réveillait à chaque fois. Je tuais le temps en étudiant le plan de mon appartement et en cherchant le numéro du propriétaire de la résidence, tandis que lui se cognait la tête contre le mur de plâtre. En résultait un son assez sourd, mais très agréable à l'oreille. Je le croisais encore de temps en temps sur le palier. Il n'avait pas l'air bien du tout, et cela me plaisait. J'avais repris contact avec mon banquier. Mon voisin commençait à se parler à lui-même. Ce dédoublement de personnalité était intéressant à suivre. L'un plaidait pour la vie, et l'autre faisait l'éloge du suicide. J'avais coupé son gaz préventivement, car quand même, je ne voulais pas avoir de mauvaises surprises. On était au premier étage, donc il ne pouvait pas se défenestrer. Puis il a constaté qu'il n'avait pas de corde pour se pendre. Mon voisin a donc opté pour la suffocation, cependant il n'avait que des sacs en plastique troués. En fouillant dans son tiroir, il a finalement trouvé une menotte en plastique. Il se l'est mise autour du cou et a serré fort le garrot. Il a regretté aussitôt. Il a mis 2 heures avant de crever. Le lendemain, j'ai appelé le propriétaire de mon voisin en me plaignant ardemment du vacarme nocturne de ce dernier. C'est lui qui a découvert son corps. Pour le consoler, je lui ai proposé le jour même de lui racheter l'appartement. Aujourd'hui, j'ai abattu le mur en plâtre. Je vous ai lu un texte nommé « Le voisin est mort » d'Andrea Conini. Il y a quelques années, dans la forêt, on entendait une jeune voix chantonner. C'était une petite fille qui suivait un long sentier jusqu'à la maison de sa grand-mère. Celle-ci attendait un panier de groseilles que lui avait promis sa petite fille. Le petit chaperon rouge, car c'était elle qui portait le grand panier, s'arrêtait en chemin devant chaque arbre dont elle pouvait manger les fruits. Quel ennui que d'avoir autant de choix parmi les fruits, pensait-elle. Pommes, poires,
pêche. Elles étaient toutes à sa portée. Pourtant, le petit chaperon rouge ne pouvait supporter le cri de l'arbre quand elle arrachait l'un de ses fruits, comme elle aurait préféré cueillir des fruits de mer. Le petit chaperon rouge tenait de son père, pêcheur, l'envie de croquer tout ce qui habite l'océan. Paolo, le pêcheur, avait passé sa vie à fouiller les mers pour nourrir d'autres bouches que la sienne. Comme sa fille, il devait se contenter de pommes, de poires, de pêche et autres provisions peu prometteuses. Il racontait à sa fille que les saveurs de la mer valaient les pommes et les poires de toutes les forêts du monde. Alors qu'elle se rendait chez sa grand-mère, le petit chaperon rouge surprit une drôle d'entrevue. Une fée minuscule écoutait parler un âne. « S'il te plaît, disait-il, fais que je cesse de manger des arbres. Je ne réussis pas à m'empêcher de mâchonner ce que je rencontre sur mon chemin. » « Comment ?» s'étonna la fée. « Tu peux pourtant manger de l'agneau, de l'aigle, des asperges. Et comment le pourrais-je? L'agneau est mieux armé que moi et toujours bien gardé. Et l'aigle peut fuir à grands battements d'ailes. Les asperges, on ne peut pas les arracher ici. Les autres animaux disent que je suis très bête et se moquent de moi, » se plaignait l'âne. L'âne et la fée continuaient à discuter et le petit chaperon rouge les écoutait, accroupi derrière un buisson. La petite fille fut stupéfaite de voir l'âne soudainement changé en renard. Du plus idiot des animaux, la fée le transforma en le plus rusé. « Intéressant, » se dit la petite fille. « Si je deviens un dauphin, peut-être que je pourrais manger de la dorade. » Elle appela la fée, remettant à plus tard la visite à sa grand-mère. « Dis, la fée, j'ai vu que tu avais changé l'âne en renard et moi, je voudrais devenir un dauphin. Bien sûr, il faudra me mettre dans l'eau, mais tu dois sûrement pouvoir arranger ça. »« Désolée, » répondit la fée, « mais cela ne fonctionne pas comme ça. Imagine si chacun pouvait se changer en l'animal qu'il voulait. Non. Non. Je ne peux te transformer qu'en ton opposé. »« Mais je suis un être humain !» s'exclama le petit chaperon rouge. « C'est embêtant, » répondit la fée. « Tu as bien un ennemi, du moins. »« Je t'explique, » coupa la petite fille. « J'aimerais beaucoup manger des fruits de mer ou du poisson. »« Le poisson, c'est possible !» s'écria la fée, « puisque tu es le petit chaperon rouge. »« Oui, mais il y a un problème. Le poisson, c'est possible, mais le cabillaud, le saumon, la dorade, l'éperon, le merlu. En effet, ce n'est pas pratique, » répondit la fée. « Bon, je te change en loup, puisque je le vois qui nous regarde depuis tout à l'heure. » À ces mots, le loup, caché non loin de là, sursauta. « Ça évitera qu'il te mange, à peine changé en lièvre ou en lézard. » hésitait la petite fille. Elle n'eut pas le temps d'y réfléchir. Chabracadabra, abracadabrou, le petit chaperon rouge devint loup. Et il ne fut plus question ni de pommes, ni de poires, ni de pêche. « Comme ça, tu pourras au moins manger des langoustes !» cria la fée, déjà loin du jeune loup. Le petit chaperon rouge, devenu loup, saisit l'anse du panier qui contenait les groseilles par la patte et voulut se remettre en route, mais se trouva fort ennuyé. Il avait besoin de ses 4 pattes pour marcher. Il accrocha l'anse à son cou et posa le panier sur son dos, mais toutes les groseilles qu'il devait apporter à la grand-mère lui tombèrent sur la tête. « Je ne peux pas rendre visite à ma grand-mère sans les groseilles, » pensa-t-il. Le loup décida donc de chercher s'il n'y avait pas une rivière près de là. Il avait entendu qu'un autre loup se cachait dans les mers et que celui-là était un animal marin. Une fois qu'il aurait goûté à ce loup, il pourrait alors demander à la fée de le changer de nouveau en petit chaperon rouge et il récupérerait le panier pour l'apporter à sa grand-mère. Il eut bien de la chance, car tout près de son chemin coulait une rivière,
qui descendait de la montagne. Le loup se pencha tout près de la surface, mais ne vit rien qui pouvait ressembler à un loup de mer. C'est que le loup de la forêt pensait que le loup de mer serait grand comme lui, avec des nageoires au lieu des pattes. Ainsi, malgré leur taille similaire, il pourrait gagner la lutte et en faire son lunch. Mais en fait, le loup de mer ressemblait plutôt à un poisson comme les autres. Le loup les laissait tous passer, car il savait bien que seuls ceux qui commençaient par un L faisaient partie de son régime. Et il ne connaissait pas d'autres poissons dont la première lettre fut un L. Pauvre loup, à qui personne n'avait décrit les écailles de la limande. Il avait repéré un merlu, mais s'était ravisé, la gueule déjà demi-ouverte. C'est qu'il ignorait que le lieu est l'autre nom du merlu. Combien aurait été plus facile sa quête s'il s'était souvenu de tous ces noms. Je vous ai lu le début du Petit chaperon loup de Tania Sanchez. Voilà. J'allais dire l'émission touche à sa fin. Une formule rituelle. Mais j'espère que ça vous a plu. J'espère qu'on en fera d'autres bientôt. Moi, ce que je vous propose, c'est d'abord d'applaudir à la fois les auteurs qui sont sans doute dans la salle, les lecteurs, nos maîtres d'atelier. Et ensuite, quand vous sortirez, eh bien, nous aurons le plaisir de vous offrir le fameux livre Rose en Sorbonne.